Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 avec votre invitée Manon Aubry, députée européenne La France Insoumise, Pascal. Exactement, et je suis très heureux que Madame Aubry soit là. Je la remercie grandement, Manon Aubry. On va pouvoir parler de La France Insoumise. Je n'ai pas compris d'ailleurs qui serait Premier ministre si le Front Populaire arrivait en tête des élections. Je ne sais pas si vous avez un candidat ou une idée. J'ai un scoop pour vous, Pascal Praud. Dans ce gouvernement, il y aura des ministres socialistes, des ministres communistes, des ministres insoumis et des ministres écologistes. Ça fait une plutôt belle équipe de France. Et dans notre équipe de France, on en a plusieurs, des Kylian Mbappé. Donc on décidera en fonction du rapport de force final. Et c'est normal. Quand on a voté pour les élections législatives de 2022, on ne savait pas encore qui serait le Premier ministre. C'est normal, ça dépend de l'équilibre de force final. Mais ce sera vraisemblablement un Premier ministre qui sera issu du groupe majoritaire au sein de la gauche, qui fera consensus au sein de la gauche, donc c'est une discussion qu'on aura ensemble, mais en toute hypothèse, qui appliquera le programme du nouveau Front Populaire. On sera tenu par ce programme. Ce programme, il est détaillé, il est précis, il est chiffré, et c'est ça qu'on appliquera. Donc il n'y aura pas de surprise pour les gens. On ira bloquer les prix des produits de première nécessité face au coût de la vie qui explose. On abrogera la réforme des retraites pour redonner 2 ans de vie aux gens. On fera plus de justice fiscale pour redistribuer les richesses dans notre pays. Bref, on essaiera de faire en sorte que les gens vivent mieux. Christine, je lui dis au revoir. Christine, elle est chauffeur de taxi. Et son mari est chauffeur de taxi et son fils est chauffeur de taxi. Et manifestement, elle n'est pas forcément séduite pour le moment. Peut-être changera-t-elle après cette émission par vos propositions, mais je la remercie grandement. Merci Christine. Merci Monsieur Praud. J'avais juste une petite chose à ajouter. Je vous en prie. Ce monsieur a dit que si je votais le RN, j'allais payer toutes leurs promesses. Mais celle de Monsieur Macron, le quoi qu'il en coûte, je suis en train de le payer. Et avec l'ardoise qui nous laisse, le Mozart de la finance, je crois qu'on va le payer très chèrement. Voilà ce que j'avais à lui dire. Eh bien, écoutez, merci de cette confidence, si j'ose dire, Christine. Et je suis donc avec Manon Aubry, que vous connaissez, Manon Aubry, et qui n'a pas répondu exactement à la question que je lui posais. Donc, je vais essayer d'avoir une précision. Vous avez dit à juste titre, d'ailleurs, ce qu'on comprend, que le Premier ministre serait issu de la force la plus importante. On peut imaginer que ce soit la France Insoumise qui, dans le Front Populaire, soit la force la plus importante. Donc, je vous pose à nouveau la question. Est-ce que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon... J'ai entendu Marine Tondelier qui a dit pas de Jean-Luc Mélenchon. J'ai entendu également Olivier Faure qui a dit pas de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous dites pas de Jean-Luc Mélenchon ou est-ce que vous dites au contraire, Jean-Luc Mélenchon est le leader naturel de la France Insoumise? Donc si la France Insoumise a le plus de députés dans cette coalition, il est bien normal que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui soit Premier ministre. Moi, je dis qu'on a plein d'hypothèses. Ça peut être Jean-Luc Mélenchon, ça peut être Mathilde Panot, notre présidente de groupe à l'Assemblée nationale, ça peut être Manuel Bompard, le coordinateur de notre mouvement politique, ça pourrait être moi, je suis présidente de groupe au Parlement européen. On a plein d'hypothèses. Mais c'est pas naturellement Jean-Luc Mélenchon. Mais comprenez qu'on est dans le cadre d'une coalition, donc moi je trouve ça normal qu'on en discute avec nos partenaires. Mais ils n'en veulent pas, vos partenaires. Oui, mais c'est pour ça qu'il faudra... Donc là, c'est tout discuté avant, donc ça veut dire pas de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'ils disent tous... Si on est la force majoritaire, il faudra qu'on en discute. Par contre, je me permets de clarifier une chose, y compris nos partenaires l'ont dit. Depuis quelques jours, on assiste à une offensive contre Jean-Luc Mélenchon, qui serait le problème, etc. Il y met un peu du sien. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même celui qui a permis à la gauche de se relever, de tenir, notamment après l'échec du quinquennat avant d'Emmanuel Macron, de celui de François Hollande, qui a permis à la gauche de se relever, à la gauche de tenir un cap, à la gauche de faire 22% aux élections présidentielles, et ce haro sur un homme politique. Vous savez, derrière Jean-Luc Mélenchon, il y a énormément d'hommes et de femmes, en réalité, qui font campagne sur le terrain, des militantes, des militants, mais aussi des responsables politiques. Et il ne faut pas croire, aujourd'hui on s'attaque à Jean-Luc Mélenchon, quand les écologistes avaient fait un bon résultat aux élections municipales, vous vous souvenez, il y a eu une grande offensive après qui consistait à pointer le doigt sur les Khmers verts, on les appelait, sur ce qu'ils faisaient dans les municipalités. Il ne faut pas se tromper. Quand la gauche est aux portes du pouvoir, et je pense que nous pouvons l'emporter ce dimanche et le dimanche d'après pour rouvrir un chemin d'espoir dans notre pays, alors oui, nous allons être la cible, oui, nos leaders sont la cible de toutes les attaques, mais ce qui compte au fond,
c'est pas de s'attaquer à des personnes, c'est de parler du programme, du fond, parce qu'il ne faut pas se tromper. Si on s'attaque à Jean-Luc Mélenchon, derrière, c'est au programme politique que l'on porte, auquel on s'attaque. Et moi, c'est ça que je suis venue défendre aujourd'hui. Bon, évidemment, c'est toujours difficile d'interroger les hommes politiques parce qu'ils viennent avec leurs réponses et les journalistes viennent avec leurs questions. Je pense vous faire des réponses assez sincères et qui viennent des tripes, Pascal Praud. Écoutez, le public et l'auditeur jugera si c'est possible. Ils sont toujours juges. Si c'est possible de garder cette idée de l'échange et que les réponses soient peut-être plus synthétiques. Pas de problème. Forcément. Il est 11h59 et je vous promets, on ne parlera pas de water-polo. À tout de suite. Oh, c'est dommage pourtant. Merci, Émilie Del. Europe 1, il est 12h06. Europe 1, 11h, 13h. Pascal Praud et vous. Et Manon Aubry est avec nous de la France Insoumise. Elle va pouvoir répondre notamment à Hamid, qui est un ancien policier et qui nous appelle au standard. C'est vrai qu'il y a une réponse choquante hier de Jean-Luc Mélenchon à la question dans les cortèges qui vous soutiennent souvent. On entend un flic mort, c'est un vote pour le RN en moins. Que dites-vous à ceux qui disent cela? Et monsieur Mélenchon a dit on a le droit de rigoler aussi. Et c'est vrai que cette réponse a fait parler et peut-être même a-t-elle choqué à tel point qu'on se demande parfois si Jean-Luc Mélenchon ne souhaite pas jouer contre son camp et au fond n'aimerait peut-être pas que la France Insoumise soit si bien placée que cela pour les législatives. En tout cas, Hamid est avec nous. Bonjour Hamid, vous êtes ancien policier et vous vouliez poser une question à Madame Aubry. Oui. Déjà, je peux déjà donner ma réaction sur ce qu'a dit Monsieur Mélenchon. Je vous en prie. Je trouve ça tout à fait dégoûtant pour pas dire un autre mot. Il y a des choses qu'il faut pas dire. Moi, je suis désolé. Je suis ancien policier. J'ai eu certaines interventions, croyez-moi, très très difficiles. Des fois, les policiers, on est des assistants sociaux. Faut le dire. Et là, dire de ça des policiers, tout comme la police tue, tout comme ci, tout comme ça. Non, quelque part, faut arrêter les bêtises, pour pas dire un autre mot. Il y a des choses qu'on ne peut plus entendre, Et là, moi, je suis désolé, là, Monsieur Mélenchon, là, il a complètement déraillé. Manon Aubry vous répond, parce que c'est vrai qu'il semble qu'entre la France Insoumise et les policiers, il y ait un contentieux qui perdure. D'abord, si je peux me permettre, ce slogan, c'est pas le slogan qu'on a repris à notre compte. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu ce slogan en manifestation et je ne le partage pas. Je vais être très clair, je ne le reprendrai pas à mon compte, ce slogan. Maintenant, il y a une question fondamentale qui nous est posée, c'est comment on rétablit de la confiance entre la population et sa police républicaine. Gardien de la paix, c'est un beau mot. On est là pour... Les policiers sont là pour garder la paix. Et monsieur, pardon, j'ai oublié votre prénom. Hamid, vous disiez, parfois vous avez l'impression de jouer le rôle d'assistants sociaux et j'entends complètement cette demande et ce sentiment qui est, je pense, le fait du manque de moyens, y compris dans l'accompagnement social. Vous avez raison de dire que c'est pas votre rôle d'être des assistants sociaux. Et je regrette, par exemple, qu'on ait aussi supprimé la police de proximité qui permet de tisser ces liens et qui a un rôle autre que juste la punition. Évidemment, quand on commet des faits qui sont des délits, on doit être condamné pour ces délits. Mais l'objectif, c'est que, pour une société apaisée, c'est que ces délits ne soient pas commis. Et donc, il faut créer ces liens du quotidien avec une police de proximité que nous proposons dans notre programme du nouveau Front Populaire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les policiers ne veulent pas, disant on ne peut pas être à la fois assistant social et policier, on ne peut pas être des deux côtés de la barrière. Police de proximité, c'est pas assistant social. C'est pas assistant social. On est des deux côtés. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs. C'est des liens, mais la police. C'est une police du quotidien. C'est une police du quotidien qui retisse des liens de confiance entre la population et sa police. Moi, je me satisfais pas d'un lien de défiance entre la population et la police. En tout cas, les policiers sont plutôt contre. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous, on s'est aussi beaucoup battu pour les conditions de travail des policiers. On s'est battu, par exemple, pour que leurs heures supplémentaires soient revalorisées et soient payées. Parce qu'il y a des dizaines de milliers. Et dans les manifestations, tout le monde déteste la police. De nouveau, je ne reprends pas tout le monde déteste la police, ça je l'ai entendu. Moi aussi je l'ai entendu et je ne le reprends pas à mon compte. D'accord. Et puis ce qu'on reproche, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier, on peut rigoler. Non, c'est un truc qui a été mal coupé. Il a un ton très sérieux et très grave après, justement dans le même ordre de ce que je suis en train de vous dire, de comment on retisse des liens entre la population et ça. Non, mais si vous prenez l'extrait tronqué, on peut le réécouter, c'est exactement ça qu'il va dire. Mais si vous prenez l'extrait dans sa longueur, il développe ce que je suis en train de développer. Donc autant m'écouter moi, puisque je suis à votre plateau. Et en l'occurrence, on peut pas
mettre de côté la question des violences policières, Pascal Praud. Quand vous avez un jeune, Naël, qui est tué des suites de violences policières, oui, ça crée une défiance entre la population et les forces de l'ordre. C'est l'interprétation que vous faites, et il faudra attendre l'enquête. L'enquête est en cours et le jugement n'a pas eu lieu. Je remarque quand même que vous avez déjà un jugement définitif sur une affaire qui est en cours. Le nombre de personnes qui ont été victimes de violences policières n'a cessé de croître ces dernières années. Est-ce que pour autant... mais Naël, c'est un bon exemple, le jugement n'est pas passé. Est-ce que ça veut dire pour autant... Moi, je suis ennuyé de vous entendre dire ça, puisque le procès n'a pas eu lieu. Écoutez, des cas comme le jeune Naël, il y en a trop dans notre pays. Mais on ne devrait jamais mourir pour refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer, c'est un délit. Vous devez être condamné pour cela. Mais vous ne devez pas payer de votre vie. L'enquête dans tous les cas, si ce que vous dites est juste. Parce que les policiers ne disent pas ça. Les policiers ne disent pas que c'est un refus d'obtempérer. Il faut aussi un cadre indépendant, un réel cadre indépendant de contrôle de la police. Et c'est pour ça que nous sommes pour une réforme de l'IGPN, qui est le cadre actuel qui contrôle la police, où vous êtes finalement quasiment contrôlé par vos pairs. Il faut un vrai contrôle indépendant. Là aussi, pas pour jeter l'opprobre sur l'ensemble des policiers. Je veux dire, les policiers, ils font leur métier avec passion, j'en suis sûre, mais il faut aussi faire en sorte que ils disent que c'est l'enfer sur le terrain. Ils disent qu'ils ne sont pas respectés. Pourquoi c'est l'enfer ? Parce que la société... Non, Pascal Praud, et c'est toujours parfois dans les mêmes zones. La société est en train d'être fracturée. Quand vous êtes, excusez-moi, mais un jeune homme de couleur ou racisé, qui a 20 fois plus de chances de se faire contrôler par les forces de l'ordre, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans notre cadre républicain. Il faut mettre fin au contrôle au faciès. Voilà une des manières de rétablir de la confiance entre, d'un côté, la population et de l'autre côté, ces forces de l'ordre. Et je vais élargir un peu la focale. J'en discutais hors antenne avec vos collègues, mais moi, il y a un truc qui me... Je vais vous dire qui me tord les boyaux dans cette campagne, et je vous le dis puisqu'on est le dernier jour, que en plus j'ai 3-4 mois de campagne des élections européennes dans les pattes. On est en train de fracturer notre pays. Et quand je vous dis fracturer, c'est monter les Françaises et les Français les uns contre les autres, les séparer définitivement, comme s'il y avait plusieurs pans de la population qui n'étaient pas plus capables de se parler. J'ai vu des gens en porte-à-porte que j'ai rencontrés, des gens qui m'ont dit « Écoutez, je suis français, je suis né en France, mais je me sens plus acceptée dans mon pays parce que j'ai la mauvaise couleur de peau, ou la mauvaise religion, ou le mauvais prénom. » Ça me tord les boyaux, Pascal Praud. Notre pays est un et indivisible. C'est un beau pays, la France. C'est un pays qui est métissé. Enfin, la France insoumise me paraît quand même aussi à l'origine de quelques divisions depuis le 7 octobre, si vous me permettez. Et je vous le dis. En tout cas, c'est pas ressenti comme ça par beaucoup de concitoyens. Et quand je vous dis que ça me tord les boyaux, c'est vrai, ça me tord les boyaux. Franchement, j'avais envie de chialer quand j'ai entendu ces gens-là. Allez dire aux Juifs français qui se sentent particulièrement menacés par les propos de la France insoumise, allez leur dire, parce que moi aussi ça me tord les boyaux lorsque j'entends des Juifs français regretter les propos... Ce que vous faites, précisément, si je peux me permettre, c'est ça qui participe à diviser la société. En caricaturant nos positions. Nous n'avons jamais, une bonne fois pour toutes, moi, à ce micro, il y a beaucoup de Juifs français qui ont témoigné, qui, depuis les déclarations du 7 octobre de la France insoumise, se disent on est en danger. Et quand vous voyez cette petite fille... Je peux vous répondre ? Non, mais attendez, vous allez me répondre, mais d'abord, je vous propose de terminer ma phrase. La jeune fille qui a été violée et qui a 12 ans par des jeunes gens, on peut imaginer que ces jeunes gens, ils subissent depuis le 7 octobre une forme d'antisémitisme d'atmosphère qui fait que ces jeunes gens, qui sont faibles sans doute à 12 ans, qui ont été influencés par ce qu'ils entendent, en sont passés à l'acte et ont été violés une jeune fille de 12 ans. Pascal Praud, on serait responsable, nous, la France insoumise, de ce viol. Je dis qu'il y a un... Vous dites ça, Pascal Praud ? Je dis qu'il y a un antisémitisme d'atmosphère et des phrases qui ont été dites depuis les 7 octobre qui peut faire qu'il y a un passage à l'acte de certains. Ni plus ni moins. Je dis ce que tout le monde dit, d'ailleurs. Pascal Praud, attendez, je vais répondre de manière... Ça vient d'où, selon vous ? Vous me laissez me répondre ? Ça vient d'où, selon vous ? Mais allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Vous pensez que nous, à la France insoumise, nous serions responsables de ce drame terrible ? Je vous pose la question. Eh bien, je vous le dis, et je vous réponds avec beaucoup de calme, mais avec beaucoup de fermeté. Ce que vous êtes en train de faire, et j'ai beaucoup de respect pour le métier de journaliste,
c'est irresponsable. En nous rendant responsables de ce drame terrible. Je n'ai pas dit ça, madame. Je dis, il y a un antisémitisme et que la France insoumise le nourrit. C'est ça que vous êtes en train de dire. Il y a un antisémitisme d'atmosphère. Je vous réponds. Bien sûr qu'il y a un antisémitisme d'atmosphère. Je peux vous répondre. Ni plus ni moins. Mais je dis ce que M. Corsia a dit. La France. Je dis ce que M. Corsia a dit. Aucun élu, aucun responsable politique de la France insoumise n'a jamais été condamné pour le moindre acte antisémite. C'est pas ce que je dis. N'a jamais été condamné pour le moindre acte antisémite. Nous sommes des hommes et des femmes qui luttons contre toutes les formes de racisme. Et je veux dire aux Juifs de France qu'ils sont des Français à part entière, comme vous et moi, et que cette façon de dresser les Françaises et les Français les uns contre les autres... C'est Rima Hassan qui parle du conflit elle n'a jamais... sauf qu'elle est sur une polémique. Nous n'associons pas... Rima Hassan est sur une Pascal ligne... Pro, vous me laissez répondre. Mais non, mais Rima Hassan est sur une ligne que vous connaissez. Pas deux États. Pas deux États en Israël. C'est faux. Non seulement elle défend deux États, mais ce que vous êtes en train de faire, le fait de critiquer le gouvernement de Benjamin Netanyahou, que vous l'associez au fait de critiquer les Juifs, ça veut dire d'associer les Juifs au gouvernement de Benjamin Netanyahou, les musulmans au Hamas. En faisant ça, vous fracturez la société, Pascal Pro. C'est vous qui êtes... questions, madame. C'est vous, je vais vous le dire très franchement. Je vous pose des questions, madame. Qui êtes la source de cette fracture de la société. Moi, j'essaie de la réparer. Bien sûr, c'est de ma faute, mais c'est très facile. C'est très facile de dire à l'autre... Si vous me laissez m'exprimer, de toute façon, on peut acter un désaccord. Non, mais de dire que je suis responsable de ce qui se passe dans ce pays, je trouve que c'est un peu gonflé. Si vous me permettez. En faisant ces amalgames, je reviens à ce que je vous raconte. On vit aujourd'hui dans une société qui est en train d'être plus fracturée que jamais. Ce sont précisément ces amalgames qui dressent les gens les uns contre les autres. Ce qu'on doit faire, c'est réparer la société. Pour réparer la société, il faut lutter contre toutes les formes de racisme. Il faut faire en sorte, par exemple, que quand je regarde les candidats investis par le Rassemblement national, on ne compte pas le nombre de candidats qui ont tenu des librairies négationnistes. C'est le cas d'Éric Minet, candidat des Français de l'étranger, Frédéric Boccaletti, candidat dans le Var, Joseph Martin qui a dit, candidat dans le Morbihan, que le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah. Bref, je pourrais faire une liste très longue. Les vrais antisémites, ils sont du côté de l'extrême droite. Il ne faut pas l'oublier. Et Reda Belkadi qui était investie par la France insoumise et par le Front populaire. Est-ce qu'elle l'est encore ? Manifestement, il l'était. Est-ce qu'il l'est encore ? Il ne l'est plus parce que ses tweets sont ressortis. Donc on trouve vous savez, nous sommes intransigeants, Pascal. Vous avez raison, mais tout à l'heure j'ai traité Ronan de PD sur Link alors qu'il partageait l'écran avec son maître de stage. Je suis fier de moi. Qu'il ait dit ça. C'est un scandale. Mais il était investi. Dans la seconde, et dans la seconde où nous l'avons découvert, nous l'avons désinvesti. Qu'a fait le Rassemblement national face à tous les candidats que je viens de vous citer ? Je peux en citer d'autres. Je peux vous citer aussi Françoise Billot dans les Côtes d'Armor, qui est nostalgique de Pétain et qui partage des caricatures antisémites. Est-ce qu'ils les ont désinvestis ? Non. L'antisémitisme, c'est un poison dans notre société. Il faut mettre toute notre énergie pour lutter contre. Vous me voyez le faire, là, aujourd'hui, à votre micro. Et je veux dire à tous les gens de notre pays qui se sentent mis au banc de la société. Et je comprends. Je veux dire, l'antisémitisme a bondi dans notre pays. Le racisme anti-musulman et l'islamophobie a bondi dans notre société. Parce que précisément, on monte les uns contre les autres. On fait des amalgames. Moi, quand je critique le gouvernement de Benjamin Netanyahou, je ne critique pas tous les juifs. Par ailleurs, tous les juifs ne se retrouvent pas dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et donc, ce qu'on a besoin, Pascal Pro, et je vous en conjure, c'est de l'apaisement. C'est de réunir toutes les Françaises et les Français. Nous avons une responsabilité en tant qu'acteurs politiques, mais vous avez votre responsabilité aussi en tant que journaliste. Mais moi, je pose des questions, et vous avez raison de dire d'ailleurs que les journalistes ont une responsabilité. Moi, je parle, en fait, je suis sur la position de M. Corsia et de beaucoup de juifs français, quand je parle d'antisémitisme d'atmosphère qui existe, et c'est vrai qu'il y a eu des déclarations, pour le moins de la France insoumise, qui ont été pointées du doigt. C'est faux. C'est faux, monsieur. Vous dites, mais là, en faisant ça, vous jetez l'anathème, vous nous mettez une cible dans le dos, je vais vous le dire. Écoutez, la cible dans le dos. Mais on l'a aussi. J'ai reçu des menaces de mort, monsieur Pro. J'en ai reçu je ne sais pas combien. De notre cas personnel, tout le monde est là dans ce monde-là. Ce qu'il faut faire, c'est baisser le niveau de tension, arrêter de jeter des anathèmes. Quand monsieur Mélenchon dit que madame Yann Braun-Pivet va camper, arrêtez 2 secondes, s'il vous plaît. Arrêtez 2 secondes, s'il vous plaît, parce que c'est des signes qui ont été envoyés qui sont très clairs. Quand monsieur Guiraud a expliqué... Arrêtez, monsieur Pro. Il n'y a pas d'arrêter parce que ça vous ennuie.
ennuie, en fait. Non, ça m'ennuie Ça vous pas. ennuie? Moi, c'est pas moi qui ai dit Madame Yael Braun-Pivet va camper en Israël. C'est juste Monsieur Mélenchon. Il n'y a rien dans l'histoire politique de Jean-Luc Mélenchon qui est antisémite. Il n'y a rien sauf cette phrase, en fait. Si vous pensez que nous sommes des antisémites, portez plainte contre nous, c'est un délit. C'est un délit, il faut le condamner. Est-ce qu'on a été condamné? Non. Non, Monsieur Pro. La phrase de Monsieur Mélenchon, Madame Yael Braun-Pivet va camper en Israël, elle ne vous choque pas? Vous savez comment elle est allée se rendre en Israël pour soutenir de manière inconditionnelle. Ce qui me choque, c'est qu'elle soutienne de manière inconditionnelle un gouvernement qui massacre une population. C'est ça qui me choque, Pascal Pro. Et c'est l'échange entre un journaliste qui pose des questions et Manon Aubry qui est une femme politique. Qui pose des questions, qui dit des affirmations aussi, mais vous avez le droit, mais assumez-le. Je souligne. Vous avez le droit, mais juste assumez-le, il n'y a pas de problème. Je rapporte des faits et c'est pour ça que la discussion est tendue. Vous choisissez les faits. Mais on a un échange, c'est bien qu'on ait un échange. Il est 12h20. Vous voyez, moi j'essaie d'abaisser la discussion. D'abaisser le niveau de tension, d'apaiser et d'abaisser le niveau de tension. Attendez, c'est que vous n'êtes pas sur cette ligne-là. Hein. Non, moi j'essaie de réunir le peuple français. Vous n'êtes pas sur cette ligne-là. C'est ça que j'essaie de faire, Pascal Pro. Et je l'ai souvent dit d'ailleurs dans nos discussions, vous n'êtes pas sur cette ligne-là. Mais c'est vrai qu'à la France Insoumise, David Guiraud... Ne divisez pas le peuple français, ne divisez pas non plus la France Insoumise. Mais moi je dis des faits, c'est tout. J'essaie de réunir tout le monde. Oui, mais il y a des faits qui ont été et des paroles qui ont été dites. David Guiraud, ce qu'il a dit, je veux bien encore ressortir les paroles de David Guiraud si vous le souhaitez. Il est 12h21, à tout de suite. Pascal Pro et vous. Il est 12h25. Rebecca, justement, qui est de confession juive, nous écoutait et peut-être a-t-elle eu envie de poursuivre cette conversation avec vous. Rebecca, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous vouliez prendre la parole. À vous. Oui, voilà, j'écoutais du coup à la radio ce qui a été dit et je ressentais vraiment le besoin d'expliquer à Madame Aubry qu'elle est loin de la réalité. Alors, je ne remets pas en cause le fait que sûrement son intention n'est pas d'attiser cette ambiance, mais c'est tout ce qui est fait. Ça ne fait que attiser la haine des Juifs parce que pour les gens au niveau des cerveaux qui sont clientélisés par leur politique, il n'y a pas de réflexion. C'est-à-dire que pour eux, Israël est égal juif et on est en fait les boucs émissaires en fait. Et on subit une montée mais qui est vraiment extrêmement effrayante de l'antisémitisme. Et moi, aujourd'hui, vraiment, les gens qui me font peur et qui me terrorisent et pour lesquels je n'envisage peut-être pas l'avenir en France, c'est à cause de cette extrême gauche. Et j'aimerais qu'ils le comprennent. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la portée de leurs paroles. Et c'est ça qui me fait du mal. Certainement qu'ils ne se rendent pas compte. Manon Aubry. Rebecca, je vais vous répéter de nouveau ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai entendu, ne me répétez pas, j'ai tout entendu. J'ai entendu qu'on n'ait pas peur, que vous êtes broyés au niveau des... Mais moi, je vais vous dire, moi, je suis broyée le matin quand je dépose mes enfants à l'école. Je vais vous répondre, Rebecca. Et des pères de famille qui sont en sécurité parce qu'on a des menaces de groupe. Non, écoutez, juste ce que je veux vous dire. Mais si vous me posez une question et que je ne peux pas répondre, c'est compliqué. Alors, je vais terminer comme ça, vous pourrez me faire une réponse globale. À Lyon, nous avons des groupes d'extrême gauche qui sont alliés à des islamistes. Mais on le sait et on reçoit des menaces quotidiennes sur nos enfants qui n'ont rien fait. Certains ne sont jamais allés en Israël. Vous vous rendez compte? Je veux dire, on ne peut pas toucher pire innocence en fait. Et ça, c'est l'extrême gauche, c'est la fausse aux ours en fait à Lyon. Alors donnez-moi une réponse, s'il vous plaît, rassurez-moi. D'abord, je vais vous dire plusieurs choses. À Lyon, il y a d'abord et avant tout des milices d'extrême droite qui sont. Non, oui, mais on ne les voit pas, ils ne nous mettent. Non, mais on n'a jamais eu de problème. Si, à Lyon, dont le GUD qui vient d'être dissous par Gérald Darmanin a raison, je pense, et je soutiens ce qu'il a fait. Ensuite, je vais répondre. Tout dialogue est impossible parce que c'est pas l'extrême droite. Les Juifs votent tous à droite. Mais justement, il n'y a pas un Juif qui va voter. l'histoire. Je sais qu'on doit rendre l'antenne dans moins d'une minute, donc si vous me posez une question et que je peux pas répondre, c'est compliqué. C'est compliqué. D'abord, je vous m'accorderai que critiquer un gouvernement n'est pas critiquer une confession. Nous avons toujours dit qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre le gouvernement de Benjamin Netanyahou et les Juifs, où qu'ils soient. D'ailleurs, même en Israël, il y a une contestation du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Je conteste politiquement le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Je conteste politiquement ce qu'il fait. Et nous avons toujours dit qu'il ne fallait pas faire l'amalgame. De la même manière, il ne faut pas faire l'amalgame entre les musulmans et les actes terroristes commis par le Hamas. Ça,
c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une étude intéressante pour essayer de remettre un peu de raison dans ce débat que je comprends est passionné parce qu'il touche à notre sécurité, à nos sentiments. Il y a une étude intéressante qui a été publiée hier par le CNCDH, qui est le Conseil national consultatif des droits humains, qui a justement évalué cette montée de l'antisémitisme, qui est une réalité dans notre pays, je ne le nie absolument pas, mais qui a évalué dans quelle famille politique l'antisémitisme est le plus présent. Et je suis navrée de vous dire, c'est la réalité, qu'il n'y a pas plus, l'antisémitisme n'est pas plus répandu chez les sympathisants de la France insoumise que chez les sympathisants des macronistes. En revanche, là où il est le plus élevé, c'est à l'extrême droite, et c'est 54% des sympathisants d'extrême droite qui sont antisémites. On va marquer une pause. Je ne sais pas d'où vous sortez cette étude. C'est une étude du CNCDH. C'est un organisme gouvernemental. C'est le Conseil national consultatif des droits humains. Il n'est pas géré par la France insoumise. Bon. Et je vais vous le dire, il y a de l'antisémitisme dans chacune des familles politiques. Je le combats de toute ma force, de toute mon énergie. Vous voyez, quand il y a des candidats qui défendent des idées antisémites à l'extrême droite, rien n'est fait. Quand il y en a à gauche, nous les chassons, nous les poursuivons. Parce que oui, il n'y a pas de place dans notre pays pour l'antisémitisme. Donc je veux dire à Rebecca que nous nous battrons pour que vous vous sentiez en sécurité dans notre pays, pour éduquer nos enfants à la tolérance, pour que vous vous sentiez chez vous. C'est ça notre pays. Notre pays a toujours été métissé culturellement, mais aussi en termes de religion. Notre pays est le vôtre, le mien, celui de tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Et je vous le garantis qu'on se battra pour le maintenir en l'état. Quel pro. Manon Aubry est donc avec nous pour la France Insoumise. Quelques personnalités de gauche, je pense à Bernard Cazeneuve, à Manuel Valls, n'ont pas voulu adhérer au Front Populaire parce qu'ils ne sont pas en accord avec la France Insoumise. Ce sont des personnalités de gauche. Comment vous expliquez leur choix ? Oui, il est très simple. Ils ne sont pas des personnalités de gauche. Ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas et qu'ils ne sont plus des personnalités de gauche. Vous savez, Manuel Valls, par exemple, quand il était en Espagne, son parti, Ciudadanos, a fait un accord avec le parti d'extrême droite en Espagne qui s'appelle Vox. Et j'ai même envie de dire, ce sont ceux qui ont participé à tuer la gauche, celle qu'on essaie de reconstruire, qu'on essaie de réunir. Moi, je suis fière qu'on ait réussi à faire un programme commun de 150 mesures avec l'ensemble des forces de gauche. Vous m'avez vu pendant la campagne des élections européennes, on avait des campagnes séparées. Je l'ai regretté pendant toute la campagne. Et vous m'avez vu faire campagne avec le programme de la NUPES en disant voici le programme qu'on a défendu ensemble, voici ce qu'on devra de nouveau défendre ensemble. Et là, c'est des choses très concrètes. Si on nous place en tête dans ces élections législatives, ce dimanche et le dimanche d'après, dès le 8 juillet, donc le lendemain des élections, on va abroger la réforme des retraites qui condamne quand même des millions de gens à travailler 2 ans de plus de leur vie, à sacrifier 2 ans de vie. On va bloquer les prix des produits de première nécessité dont le prix explose. On va augmenter le SMIC à 1 600 € net. On va redistribuer les richesses. C'est des choses qui sont très concrètes dans la vie des gens. Augmenter les aides au logement. Des choses qui vont finalement rouvrir un chemin d'espoir et c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors vous savez, Cazeneuve et Valls, très concrète, ça n'a plus vraiment d'importance. Les programmes économiques, on a parfois l'impression avec la gauche que le pouvoir d'achat est quelque chose de magique, mais le pouvoir d'achat, il est lié à la production et il est lié au travailler plus. Si vous ne travaillez pas plus, si vous ne produisez pas plus, j'ai peur que le pouvoir d'achat n'augmente pas pour le salarié. Prendre de l'argent aux riches, parce qu'au fond, c'est ça. Notre pays n'est pas un pays pauvre, Pascal Praud. C'est le 7e plus grande puissance économique mondiale. On produit énormément de richesses. On est un pays où le taux de productivité est un des plus élevés au monde. Moi, je suis fière de ce que produit notre pays, mais on a un enjeu de redistribution des richesses. Peut-être. Non, pas nécessairement. Quand vous avez les 500 familles les plus riches en France, qui possèdent 45% des richesses, c'est colossal. 500 familles qui possèdent 45% des richesses. Vous savez, je pourrais prendre un exemple. Bernard Arnault. Alors, je sais, c'est la personnalité la plus riche, mais il y en a d'autres derrière lui. Mais pour qu'on comprenne bien, si Bernard Arnault avait dépensé 8 000 € par jour depuis 1789. C'est évidemment fictif parce qu'il a beaucoup de pouvoir, Bernard Arnault, mais pas celui d'être immortel. Mais s'il avait dépensé 8 000 € par jour depuis 1789, il n'en serait que à 1% de sa fortune. Pour vous dire, c'est des proportions qui sont absolument inimaginables. C'est des fortunes virtuelles, vous le savez bien. Non, parce qu'en l'occurrence, il les capitalise et il les transforme à travers des rachats d'actions. Travailler beaucoup de gens et qui a sauvé beaucoup d'artisans. On a eu cette conversation ensemble. On l'a déjà eu. Et les premiers pourvoyeurs d'emplois en France, ce sont des petites entreprises. Ce sont des PME, des boulangeries, des bars, des menuiseries, enfin plein de petites entreprises. Et moi, il y a un enjeu qui me pose question et
et je reprends là ma casquette d'ancienne responsable de plaidoyer pour l'ONG Oxfam dans la lutte contre l'évasion fiscale, ces petites entreprises-là, elles payent plus d'impôts que LVMH, par exemple, que les très grandes entreprises multinationales. Parce que le menuisier du coin, le bar du coin de la rue, la boulangerie du coin de la rue, ils n'ont pas de filiale au Luxembourg dans les paradis fiscaux. Donc il y a des inégalités fiscales qu'il faut réussir à combattre, à rétablir. Et c'est ce qu'on propose aussi dans notre programme du Front Populaire. Et donc en cela, c'est bon pour l'économie. C'est bon pour le portefeuille des petites entreprises et c'est bon aussi pour relancer l'économie, favoriser la consommation populaire et donc le carnet de commandes des petites entreprises. Et je pense qu'on y sera tous gagnants à la fin. Eh bien, l'électeur pourra juger et pourra surtout se prononcer. C'est intéressant la démocratie parce que j'observe là encore, et que c'est souvent à l'extrême gauche qu'on imagine remettre en cause les résultats et de ne pas d'entrer dans une forme de résistance. À partir du 7 juillet, je vois des professeurs qui disent on n'appliquera peut-être pas les lois du Rassemblement national. J'ai entendu des magistrats également être sur cette ligne-là. Et puis on craint, pourquoi pas, quelques mouvements sociaux dans la rue de l'extrême gauche. Parce que si l'extrême droite arrive au pouvoir, le droit de grève et le droit de manifester seraient remis en cause. C'est protégé par notre Constitution, non, le droit de grève et le droit de manifester. Bien sûr que non. Donc, je dis des profs qui disent je n'appliquerai pas. Mais nous manifesterons et nous ferons grève à chaque fois que des mauvais projets seront proposés par le Rassemblement national. Ça, c'est votre droit. Ce n'est pas un scoop, c'est un droit. On se mobilisera et on espère obtenir gain de cause parce que, oui, le Rassemblement national porte un projet qui, je pense, dangereux pour notre système d'éducation nationale, qui vise à trier les élèves. Là aussi, c'est exactement l'exemple de ce dont je parlais un peu plus tôt, de diviser notre société. Tous nos élèves... Ça peut être de la sélection aussi, mais bon, il y a... Bah oui, mais du coup, vous en laissez sur le bord de la route. Et moi, je ne suis pas d'accord pour laisser nos enfants sur le bord de la route. L'école républicaine, c'est l'école universelle, c'est l'école pour toutes et pour tous. C'est proposer la bonne filière aussi, on pourrait vous répondre cela. C'est l'école qui émancipe, qui nous permet de grandir, qui nous permet d'apprendre. C'est beau l'éducation nationale. On a tous appris, on a tous souvenir d'un professeur qui nous a inspirés. C'est beau l'éducation nationale. Pourquoi on voudrait le détruire ? Sauf, et c'est une vraie question, que tout le monde n'est peut-être pas capable d'aller au bac et qu'il serait peut-être plus intelligent avec une sélection à partir de 5e de proposer à des jeunes gens une filière qui leur correspond plus, plutôt que de perdre son temps à avoir un bac qui ne leur servira à rien. Et donc les laisser sur le bord de la route. Mais c'est pas laisser le bord de la route de faire autre chose. Non, alors là, c'est l'exact contraire. Des qualifications. De proposer à partir de la 5e une orientation qui ne soit pas le bac pour faire un job manuel, ce n'est pas du tout, dans mon esprit, les mettre au bord de la route. Vous êtes d'accord qu'il faut d'abord des connaissances fondamentales et qu'ensuite, il y a des filières professionnelles. Qui sont acquises jusqu'en 5e ou 3e. Et moi, je suis pour que les filières professionnelles, là où je vous rejoins, c'est que ce ne soit pas une voie de garage. Trop souvent, c'est considéré comme une voie de garage et il faut que ce soit considéré... Tout le monde n'a pas envie forcément d'aller... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je veux juste garantir de l'égalité républicaine. Qu'on soit un maximum égaux devant ce choix. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas tous les mêmes conditions pour étudier. Et c'est pour ça que je me raccroche à l'universalité de l'éducation nationale, pour qu'on ait toutes et tous les mêmes chances. Mes enfants, vos enfants, mais les enfants de tous ceux qui nous écoutent. Merci de cet échange, en tout cas. Merci à vous, Pascal Praud. L'important, c'est Et allez voter dimanche. Voilà. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter dimanche ? Moi, je ne sais toujours pas, vous voyez. Ça vous étonne, peut-être ? Je ne sais toujours pas pour qui je vais voter. Peut-être même que je vous aurais convaincu aujourd'hui, qui sait. Mais écoutez, moi j'ai avec vous, en tout cas, je ne vous fais aucun procès d'intention. Et sur des sujets, notamment sur l'antisémitisme, je ne vous reproche rien. Je regrette en revanche et on en a longuement parlé, que vous soyez effectivement dans un mouvement qui a eu des prises de position qui sont sujets à caution. Vous savez que c'est pas vrai, mais on va pas reprendre le débat. Il est 12h44. Qu'est-ce que nous faisons maintenant, Monsieur Tessier ? Qu'est-ce que nous faisons à 12h45 ? Il est en train de préparer le débrief. On est avec un dernier auditeur, David et Manon Aubry. Je remercie donc Manon Aubry. Merci beaucoup. Merci à vous de l'invitation. Merci Manon Aubry. Bon